Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 16 février, dimanche de la Septuagésime. 3 séquences, tout d'abord une rencontre avec Victor Aubert, directeur général de l'ACEI, l'Association culturelle d'éducation intégrale, qui organise le 15 mars prochain un colloque sur le pouvoir. Ensuite, Guillaume de Prémar, rédacteur en chef de la revue Permanence, viendra nous présenter le dernier numéro de cette publication consacrée à la doctrine sociale de l'Église face au réel. Et enfin, Odile Teki, cofondatrice de l'association Transmissio, nous présentera la première activité de cette association, qui est une session familiale qui aura lieu les 20 et 24 août prochains en Sologne. Bonjour Victor Aubert. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous êtes directeur général de l'ACEI, l'Association culturelle d'éducation intégrale, et vous organisez un colloque le 15 mars dont le thème est les acteurs du pouvoir et le pouvoir de l'engagement. Quel est l'objectif de ce congrès ? Alors d'abord, c'est un événement convivial qui a pour but de rassembler notre famille de pensée au sens le plus large qui soit et de manière intergénérationnelle, puisque c'est contrairement aux autres événements qu'on organise avec notre association, cet événement est ouvert de 7 à 77 ans. Et il y a, en plus de ça, l'objectif, c'est de penser une question d'actualité, qui est celle du pouvoir. On a grand changement actuellement dans le monde, avec l'élection de Donald Trump, avec tout un fourmillement conservateur en Europe centrale. Et puis en France, un certain nombre de difficultés, enfin on y reviendra, mais c'est de penser cette question du pouvoir, de réfléchir. Et puis surtout, ça c'est vraiment un peu notre credo au sein de notre association et de tous les événements qu'on organise, ne pas seulement critiquer, mais aussi proposer. Donc c'est rassembler toutes les personnes qui souhaitent agir pour le bien commun dans un futur proche ou lointain, et chercher ensemble des pistes d'action concrètes qu'on peut mettre pour changer vraiment les choses pour notre pays. Alors, quels sont les organisateurs ? Quel est le programme ? Alors, au niveau des organisateurs, donc c'est co-organisé avec vous, Jean-Pierre, avec Renaissance catholique, avec la célèbre et excellente jeune revue Écrit de Rome, avec la revue internationale européenne, The European Conservative, avec TV Liberté et également avec l'ICEP. Donc le programme de la journée, ce sont des conférences. Il y a une première partie de la journée, c'est de dire finalement qu'est-ce que c'est que le pouvoir. Donc, c'est justement vous, Jean-Pierre, qui allez ouvrir le bal sur cette question-là, et puis ensuite d'analyser la manière dont le pouvoir, avec le temps, et en particulier aujourd'hui dans la configuration telle qu'elle est de notre époque, en quoi justement, où se situe ce pouvoir ? Est-ce que le pouvoir, il est dans les institutions ? On avait bien vu par exemple quand Donald Trump, ou en tout cas les partisans de Donald Trump avaient été rentrés et pénétrés dans la Maison Blanche, qu'ils étaient rentrés dans les bâtiments qui étaient vides. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, si demain quelqu'un décidait de prendre d'assaut l'Assemblée nationale, l'Élysée, etc., est-ce qu'il aurait le pouvoir dans les mains ? Je ne suis pas sûr. Et donc là, l'idée, c'est de dire finalement où se situe le pouvoir. Est-ce qu'il se situe dans les médias ? Est-ce qu'il se situe dans l'économie, dans la finance ? Est-ce qu'il se situe également dans les institutions européennes, supranationales ? Voilà, donc ça va être toutes ces questions auxquelles on va essayer de répondre durant la matinée. Ensuite, il y a toute une pause avec buvette, bar, des stands de producteurs, il y aura même des stands de vignerons, etc. Enfin voilà, c'est une belle journée très sympathique. Et puis l'après-midi, on commencera par une table ronde justement sur qu'est-ce que la chrétienté, dont vous serez aussi un des intervenants, Jean-Pierre, avec David Engels. Et donc l'idée, c'est de poser qu'est-ce que peut signifier pour nous la chrétienté en 2025 ? Est-ce que c'est un concept du passé ou est-ce que c'est encore actuel ? Et si oui, comment justement faire advenir cette chrétienté dans nos vies, dans nos sociétés, à notre époque ? Et du coup, l'après-midi est plus tourné vers le que faire, comment agir pour le bien commun. Alors, quelle est la cible ? À qui vous adressez-vous ? Quel est votre objectif ? On s'adresse à tous les amoureux du bien commun, donc tous les patriotes sincères, catholiques ou non, à toutes les tranches d'âge, puisque c'est vraiment un événement qui est à Paris, donc qui peut facilement accueillir tous les publics. Ce qu'on veut, c'est que les gens ne soient pas simplement des consommateurs, mais se projettent aussi dans l'envie de s'engager, de se mettre au service du bien commun. Alors, se mettre au service du bien commun, qu'est-ce qui est prévu justement comme suite ? Parce que les gens viennent, ils sont contents.
Et après? Alors, on a tout un réseau, justement, avec l'association culturelle d'éducation intégrale, Academia Christiana, Communitas Christiana, donc un programme qui propose de créer des communautés locales dans les différentes régions de France. On a également un programme pour les familles, Familia Christiana, qui est en cours de développement. Donc déjà, nous, l'association, fournit des moyens pour les personnes de se mettre en relation et de faire ensemble. Et puis après, on propose tout un certain nombre de modèles, de choses qui peuvent être mises en pratique par la société civile, sans attendre finalement que les élections changent tout, même s'il est important aussi d'investir sur le combat politique, électoral, etc. Mais on propose tout un volet, à la fois dans le domaine associatif, éducatif, sportif, culturel, également sur la dimension spirituelle, de proposer à chacun, selon ses talents, de prendre en main une action qui lui semble être celle dans laquelle il est bon qu'il s'engage. Alors, est-ce que vous avez justement prévu de présenter des succès, des réalisations concrètes lors de cette journée? Alors, ça va être surtout fait à travers les stands où on a justement des associations culturelles, des associations donc, qui produisent des films, des associations qui produisent des spectacles animés. Comme je disais tout à l'heure, on a aussi donc, des viticulteurs, on a d'autres associations, des médias également qui seront là avec leurs stands. Donc, c'est déjà montrer ce qui existe pour pouvoir inspirer tous les jeunes et moins jeunes qui ont envie de s'engager et de faire quelque chose. Et puis ensuite, c'est de les mettre en relation avec toutes ces œuvres pour qu'on essaye de les renforcer et qu'on essaye d'avoir une France au service du bien commun qui soit plus forte. Alors, y a-t-il d'autres activités organisées par l'ACEI au-delà de cette journée? Alors bien sûr, Jean-Pierre, il y a 1000 activités organisées par la CEI. J'étais encore hier soir avec une de nos communautés à Paris, donc le Cercle parisien. Il y a aussi une communauté à Toulouse. Il y a également une communauté à Lyon. Il y en a plein d'autres qui sont en cours de création, à La Roche-sur-Yon, à Reims, voilà, dans de nombreuses villes de France. Donc, qui proposent chacune des pèlerinages, des activités sportives, des activités de conférences, de formation, des activités également autour de la transmission de savoir-faire manuel. Il y a des sessions de formation organisées aussi par Academia Christiana, donc dans différentes villes de France. La prochaine a lieu à Brive. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements sur le site d'Academia Christiana, qui est un des programmes de la CEI. Et puis, vous pouvez vous-même créer votre propre communauté en partenariat avec nous. Nous, on est là justement pour vous aider avec le programme Communitas Christiana, pour vous donner toutes les clés en main pour vous accompagner dans la création d'une communauté qui peut être très rurale et regroupée au début 2, 3, 4, 5 personnes, et puis dans des villes étudiantes, etc., s'adapter finalement à chacune des réalités qui sont les vôtres. Alors concrètement, quelle date, quel lieu, comment peut-on s'inscrire? Donc le colloque a lieu le 15 mars, à Paris, à l'espace Athènes, donc c'est rue d'Athènes dans le 9e arrondissement de Paris. Ça commence à 9h30 et ça finit à 18h30. Et vous pouvez vous inscrire sur le site academiachristiana.org. Et donc il y a un tarif de 15 € pour les étudiants, 20 € pour les professionnels. Et donc c'est près de la gare Saint-Lazare dans C'est près de la gare Saint-Lazare. Donc voilà, si vous n'habitez pas à Paris, vous avez une gare toute proche. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Jean-Pierre, à bientôt. Merci Victor. Bonjour Guillaume de Prémar. Bonjour Jean-Pierre Vaugendre. Donc vous êtes le rédacteur en chef de la revue Permanence qui vient de publier un numéro spécial consacré à la doctrine sociale de l'Église face au réel, en fait qui est la reprise de 9 conférences prononcées sur l'année 2023-2024 dans le cadre d'Ictus. Alors j'ai lu évidemment toutes ces conférences et puis ça m'a donné l'idée de quelques questions concernant l'une ou l'autre de ces conférences. Alors sur la conférence de Thomas Schmitz, en quoi la doctrine sociale de l'Église n'est-elle pas une troisième voie entre le libéralisme et le socialisme? Alors en préambule, je pourrais dire que la doctrine sociale de l'Église est un cœur de mission pour Ictus, dont l'objectif est de former les catholiques qui souhaitent s'engager dans la vie civique, dans toutes les dimensions de la vie civique. Et on organise effectivement dans ce cadre des séances de formation, des parcours de formation, dont celui-ci des mardis d'Ictus. Et nous avons récapitulé l'ensemble des principes de la doctrine sociale de l'Église, confrontés bien sûr au réel. Alors, la doctrine sociale de l'Église est-elle une troisième voie entre socialisme et libéralisme? Ça a été traité effectivement par Thomas Schmitz, qui est le président d'Ictus. Alors, il nous explique que non. La réponse est non. Ça n'est pas une troisième voie entre libéralisme et socialisme. Déjà parce que la doctrine sociale de l'Église préexiste
toutes ces idéologies, et d'autre part, elle n'entre pas dans la même catégorie. La doctrine sociale de l'Église est fondée, on peut dire, d'une part sur la loi naturelle et la raison, ce qui la rend partageable à ceux qui croient et à ceux qui ne croient pas, à tous les hommes de bonne volonté, comme on dit, mais aussi, elle est articulée avec une théologie, notamment une théologie morale, et une anthropologie qui est une anthropologie chrétienne. Donc on voit bien que ce n'est pas la catégorie stricto sensu d'une doctrine ou d'une idéologie économique et sociale. Cependant, il faut peut-être nuancer le propos, parce que la formalisation de la doctrine sociale de l'Église, à la fin du XIXe siècle, avec Léon XIII et l'encyclique Rerum Novarum, vient récapituler des principes chrétiens qui existent depuis des siècles et qui existent même, on peut dire, depuis l'Évangile. Donc la doctrine sociale de l'Église est vieille et donc neuve comme l'Évangile, mais elle se formalise quand même dans un certain contexte qui est celui du XIXe siècle et de la révolution industrielle, siècle traversé par la question sociale, la question ouvrière, et traversé par l'idéologie marxiste, socialiste d'une part, et par l'idéologie libérale d'autre part. Donc, quand la doctrine sociale de l'Église est formulée par cette encyclique, forcément, c'est dans ce contexte où le pape Léon XIII va se référer à ces idéologies, à ces deux idéologies, pour les renvoyer dos à dos ou pour les critiquer. La critique du socialisme marxiste dans Rerum Novarum est très virulente, de même que la critique de ce que le pape Léon XIII appelle la plutocratie et les options de prédation maximale. Donc, sur le principe, non, ça n'entre pas dans la même catégorie. Cependant, inséré dans un contexte qui est celui du XIXe siècle et de l'apparition de la doctrine sociale de l'Église en tant que corpus d'enseignement formel, ça n'est pas non plus sans lien. Et ça n'empêche pas, quand on étudie les idéologies libérales et marxistes, de les confronter ou de les comparer avec les principes qui sont défendus par la doctrine sociale de l'Église. Et j'aurais tendance à dire que si on veut absolument les comparer, la doctrine sociale de l'Église n'est pas une troisième voie, mais peut-être sur certains points ou sous certains aspects, un juste milieu. Le juste milieu n'étant pas le milieu entre le bien et le mal, c'est pas du relativisme, le juste milieu étant le milieu entre l'excès et l'insuffisance. Donc si on les compare, effectivement, l'Église enseigne qu'il ne doit pas y avoir d'excès d'intervention de l'État, ni insuffisance d'intervention de l'État, par exemple. Alors, j'ai été aussi frappé par la conférence de Bruno de Saint-Chamas, Destination universelle des biens et propriétés privées, l'impossible équation. Bruno de Saint-Chamas développe la thèse classique que le droit de propriété n'est pas absolu, qu'il y a une destination universelle des biens. Est-ce que ce qui vaut pour les personnes privées vaut aussi pour les sociétés? Et quelle réflexion cela nous inspire autour des questions bien actuelles de la colonisation et de l'immigration. Et de l'immigration. Alors on peut peut-être parler d'abord de la question du territoire national, c'est le sens de la question. Est-ce que le territoire national... C'est le sens de la question. Le territoire national est-il un absolu? Est-il un absolu? Ou est-il ouvert, destiné à profiter à d'autres, etc. Voilà. Dans ce cadre de la propriété privée limitée ou subordonnée, du moins à la destination universelle des biens. Là encore, j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas dans la catégorie de la propriété privée. Stricto sensu, quand on parle du territoire national, c'est un principe important d'une communauté politique qui développe sa vie, qui déploie sa vie propre sur un territoire national. Et on sait bien que sur le plan politique, la question d'intégrité du territoire et de souveraineté du territoire de la nation est quand même un principe qui est au moins assez irréfragable, sinon absolu. Il n'est peut-être pas philosophiquement absolu, bien sûr, mais il y a quelque chose de pratiquement irréfragable au plan politique. Si vous commencez à relativiser la question de la souveraineté territoriale, la communauté politique elle-même se met en danger. L'Église a toujours défendu le droit d'ingérence. Voilà, dans le pays à côté de chez vous, il y a 90% de la population qui en massacre les 10 autres pourcents. L'Église a toujours dit, vous avez le droit d'intervenir. Oui, on a le droit d'intervenir. Donc c'est pas absolu. Ça n'est pas absolu, comme je dis, sur le plan philosophique, ça n'est pas absolu, mais je ne pense pas que ça rentre dans la même catégorie que la propriété privée des personnes, le territoire national. Cependant, peut-être qu'on peut insérer davantage ça dans la catégorie des développements de l'Église sur les notions de guerre juste. Quand on parle d'ingérence,
ingérence militaire, par exemple. On a parlé d'ingérence humanitaire, Oui. mais aussi d'ingérence militaire, et les deux ne sont pas toujours sans lien. Parfois, l'ingérence sûr. humanitaire entraîne in fine l'ingérence militaire, parce que l'humanitaire n'arrive pas à réduire un génocide en cours, etc., ou une horreur, et à ce moment-là, le militaire prend le dessus, ou inversement, l'ingérence militaire est suivie d'aide à la reconstruction, etc. Donc on est davantage dans la notion de la guerre juste, et je pense que une intervention hors du territoire doit se penser dans le cadre de la très classique de ce que l'Église a développé en matière de guerre juste. Donc on n'est pour moi pas exactement dans la doctrine sociale de l'Église. Concernant la colonisation, c'est toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des nations, des empires et des peuples, c'est l'histoire de la domination, c'est l'histoire de la soumission, c'est l'histoire des guerres, Est-ce des que les concurrences, Romains etc. ont eu raison de coloniser la Gaule? Est-ce qu'au Voilà. final, pour la Gaule, c'est positif? Moi, comme Gaulois, si je devais me définir, Jean-Pierre, je dirais Oui. que moi, je suis un gallo-romain christianisé, Oui. en quelque sorte. Donc, je ne vais pas Donc, concevoir dans le temps, aujourd'hui, plus de 20 siècles après cette aventure, comme un désavantage d'avoir reçu quelque chose de la civilisation romaine. Au moment où cela s'est produit, on peut comprendre que des tribus gauloises aient résisté à l'envahisseur. Tout est une question de contexte, et c'est aussi une question de mentalité du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commettre non plus d'anachronisme. On a vécu des siècles, de longs siècles dans l'Antiquité, et après l'Antiquité aussi, où l'histoire de la guerre, de la domination, de la conquête fait partie de l'histoire de l'homme, et que les gens de ce temps le considéraient comme quelque chose de normal, de naturel. Vous voyez, on le voit différemment aujourd'hui. Même si on pourrait porter une objection à ce que je dis, il y avait un certain appareillage sur l'usage de la force, puisque la notion de guerre juste est très ancienne aussi. On la retrouve chez les Romains, et puis on la retrouve après dans la pensée catholique, chez Saint-Augustin, donc dès les premiers siècles, puis aussi bien sûr chez les scolastiques, chez saint Thomas d'Aquin. Donc les hommes de ce temps-là n'étaient pas non plus sans appareillage sur la colonisation pour pouvoir estimer s'il s'agissait ou non de guerre juste. Ils avaient quand même quelques critères pour le déterminer, et de la même manière pour l'esclavage, qui allait parfois, pas tout le temps, mais parfois, notamment pour les Amériques, avec la colonisation. Alors, j'ai une ou deux autres questions parce que le temps passe. Benoît Dumoulin fait une très intéressante conférence. Il nous explique comment on passe de l'état gendarme à l'état total. Qu'est-ce que ça veut dire? L'État, il est gendarme de toute manière, puisque c'est partie de ses fonctions régaliennes d'être gendarme. C'est une des missions les plus importantes de l'État, c'est de maintenir la nation dans son être et d'assurer la sécurité des citoyens et autant que possible la prospérité. Donc l'État est gendarme par nature, c'est-à-dire que l'État exerce la force des gendarmes, des armes, pour maintenir une paix civile. L'état total, c'est considérer que le monde est tellement dangereux que les citoyens vont déléguer à l'État absolument tout pouvoir pour assurer leur sécurité. Ça, c'est l'État Léviathan, c'est le Léviathan qu'on retrouve chez Hobbes. Et ensuite, cet État fait fi de toutes les libertés publiques ou toutes les libertés personnelles pour dire « je suis tout-puissant, je suis l'État, la toute-puissance de l'État devient la norme ». Donc ça, c'est chez Hobbes. Donc l'État gendarme n'est pas appelé à être État total, État totalitaire. Et ensuite, quand on voit comment a évolué l'État, il est devenu un petit peu État nounou. Hein, il est plus gentil aujourd'hui. Il distribue comme une maman. C'est Big Mother, il y a Big Brother et il y a Big Mother, la maman nourricière, la maman gentille qui distribue. Et là, l'état total aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'état nounou. C'est-à-dire qu'il va vraiment vous assister en toute chose, il va même vous assister pour savoir ce qu'il faut penser ou ce qu'il ne faut pas penser, ce qu'il est bien de penser, ce qu'il est mal de penser. Et on est davantage aujourd'hui dans ce type d'état qui, d'une certaine manière, dépasse ses prérogatives, a tendance à abandonner ses prérogatives régaliennes, notamment la sécurité, et plus il échoue sur ses prérogatives de base,
régalienne, plus il empiète sur tous les domaines de la vie, jusqu'à empiéter sur ce qui va se passer dans votre propre maison, Jean-Pierre. Comme on ne peut pas tout faire. Voilà, merci beaucoup, cher ami. Donc, je renvoie nos téléspectateurs. La doctrine sociale de l'Église face au réel. J'ai également été très intéressé, d'autres conférences. Dignité du travail et juste salaire par Joseph Touvenel, que nous avons eu l'occasion d'inviter. Également très intéressant de Mathieu Detché-Sahar, La crise du travail, tous fainéants. Voilà, donc je vous renvoie à tous fainéants avec un point d'interrogation, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume. Merci Jean-Pierre Major. Merci. Bonjour Odile Teki. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous êtes cofondatrice d'une nouvelle association qui porte le beau nom de Transmissio. Alors, quel est l'objectif de cette association ? Transmissio, l'objectif c'est de créer des vacances familiales avec le bon Dieu. Alors ça n'est pas une session spirituelle, ce sont de vraies vacances, mais avec le bon Dieu. Pourquoi en fait nous sommes partis de différents constats. D'abord des constats d'ordre, je dirais, spirituel. Nous voyons une croissance très importante des conversions de personnes qui sont athées, qui sont recommençantes. Nous constatons également un énorme besoin de formation qui vient évidemment de ces personnes nouvellement converties, mais également de personnes converties, pratiquantes, je dirais, catholiques pratiquantes. Et enfin, nous avons constaté un grand sentiment de solitude de nombreuses familles sur la manière finalement de vivre leurs convictions dans un monde qui est peu porteur pour cela. Ça, ce sont, je dirais, des constats d'ordre spirituel. Nous avons à côté de ça des constats un petit peu d'ordre humain. Ces constats d'ordre humain sont les suivants. Nous marchons d'abord dans un monde qui tourne à 100 à l'heure et un peu souvent à l'envers. On constate que la surconnexion prend souvent le pas finalement sur le recul et la réflexion. Et puis enfin, les réseaux sociaux comme les séries ont souvent remplacé la lecture, ont souvent remplacé le temps passé ensemble avec ses enfants. Et finalement, tout cela concourt à une perte de l'unité de vie, cette unité de vie qui nous prédispose tant à pèlerinage que nous devons faire pour aller vers le ciel. Alors finalement, à tout cela, nous répondons comment ? Nous répondons par une proposition de cure de jouvence annuelle, estivale, qui est celle de vivre le trapélie. Le trapélie, c'est un mot peut-être que certains ne connaissent pas, mais qui a été défini par saint Thomas d'Aquin, comme le repos nécessaire de l'âme sous le regard du bon Dieu et avec tempérance. Et donc à cela, finalement, nous proposons de vivre ce repos nécessaire de l'âme à travers des loisirs et des temps de ressourcement, la capacité également d'éclairer son intelligence et de nourrir son âme par la formation. Et enfin, finalement, sous le regard du bon Dieu, c'est tout simplement vivre l'amitié chrétienne. Alors, des sessions familiales, il y en a plusieurs au cours de l'été. Donc, quelle est l'originalité de la vôtre ? L'originalité, je ne sais pas si elle est véritablement originale. En tout cas, elle répondait à ce qui nous était vraiment cher. D'abord, pouvoir accueillir des personnes qui n'ont pas forcément le réflexe de la session spirituelle, qui se disent finalement sur 3-4 semaines de vacances, une semaine dans un monastère, je ne m'y sens pas prêt, et d'autres n'en ont tout simplement pas la connaissance. La deuxième chose, c'était pour nous de vouloir décharger également les mères de famille de toute contrainte logistique. Souvent, les vacances sont des vacances pour beaucoup, mais pas forcément pour les mères de famille. Le troisième point, je pense, c'était également cette capacité de proposer aux familles, de leur donner la capacité, en tout cas, de passer du temps ensemble, que ce soit en couple, que ce soit avec les aînés, que ce soit avec les petits, d'avoir ces fameux moments de qualité. Enfin, pour répondre justement à des horizons assez divers et à des origines, surtout assez diverses, nous souhaitions proposer un programme à la carte. Donc il n'y a pas de contraintes, il y a une organisation qui est proposée, puis chacun va y piocher un petit peu en fonction de là où il est. Nous avons également mis en place un système qui soit adapté à toutes les tranches d'âge, puisque nous accueillons des familles avec des enfants de 0 à 18 ans, étant entendu qu'à partir de 18 ans, les enfants deviennent adultes. Nous souhaitions également avoir une très forte présence de religieux non seulement pour l'enseignement catéchétique, mais également pour tout simplement montrer aux enfants comme aux parents que la foi est véritablement incarnée. Et nous souhaitions également avoir des moments qui soient festifs, parce que ce sont des vacances.
Alors concrètement, quel est le thème, quel est le programme, comment se déroule une journée ? Le thème est très simple. Chaque année, nous allons reprendre la thématique du pèlerinage de Chartres, dont nous sommes tous issus. C'est Transmissio, c'est une aventure qui émane d'un groupe de laïcs amis. Nous faisons tous le pèlerinage de Chartres et finalement nous nous sommes dit, ça aussi c'est un constat que nous avons fait, de nombreuses mères de famille ne peuvent pas faire le pèlerinage de Chartres. Les thématiques sont extrêmement bien faites et nourrissantes. Ces mères sont souvent d'ailleurs anges gardiens. Et nous nous sommes dit, en fait, voilà, on va tout simplement reprendre le thème du pèlerinage de Chartres, mais en le réadaptant à un angle qui va davantage concerner la vision du couple. Qu'est-ce que je fais finalement de ce thème dans mon couple, dans ma famille, etc. Donc voilà pour la thématique. Ensuite, finalement, les journées vont se répartir entre temps de formation, temps de loisirs et temps familiaux, avec cette année la thématique, je réponds à votre question, qui est celle de la royauté sociale du Christ, puisque nous fêtons l'anniversaire de Quas Primas. Et alors, comment s'articulent un petit peu ces 4 journées, puisque ça a lieu du 20 au 24 août ? Alors, le 20 au 24 août, effectivement, le mercredi soir, déjà, nous laissons les familles arriver au gré de leur emploi du temps, à partir de l'après-midi jusqu'en soirée, avec un accueil qui va être très chaleureux, un temps de prière. Et puis ensuite, nous avons une thématique qui va se dérouler sur les 3 journées, les grands principes de la royauté sociale du Christ le jeudi. Le vendredi, comment est-ce que je l'incarne pour mon âme, pour ma famille, pour mon couple. Et puis, le samedi, qu'est-ce que j'en fais en tant que, dans mon engagement dans la cité, qu'il soit professionnel, associatif, etc. Et le dimanche, c'est le jour du Seigneur, donc il y a une grande messe familiale. Et voilà, c'est un petit peu la messe de clôture. Alors, est-ce que vous avez peut-être des choses, des noms de conférences ou de conférenciers, des gens qui seront présents à nous donner ? Alors, pour les conférenciers, nous avons l'immense chance d'avoir le soutien de toutes les communautés. Donc, nous avons la Fraternité Saint-Pierre, nous avons l'Institut du Bon Pasteur, nous avons l'Institut Christ-Roi, nous avons la Miséricorde Divine, qui sont incarnés finalement par un certain nombre d'abbés, l'abbé Raffray, le chanoine Denis, l'abbé de Massia. Miséricorde Divine, nous attendons encore le nom de l'intervenant. Nous avons également des intervenants laïcs. Nous avons François-Xavier Clément, nous avons Thibaut Collin, nous avons un certain nombre d'intervenants que vous pouvez retrouver sur le programme. Alors, concrètement, peut-on encore s'inscrire et comment peut-on vous aider ? Alors, j'ai envie de dire, peut-on encore s'inscrire ? Nous avons eu l'immense chance, en moins de 15 jours, de devoir fermer les inscriptions. Alors, c'est combien de personnes ? L'objectif était de 500 pour cette première édition. Et en moins de 15 jours, en fait, ça a été un peu une ruée avec beaucoup de personnes qui nous appellent, qui nous envoient des mails en disant « je voulais le faire, j'ai réfléchi avec mon mari, on a pris trop de temps ». Enfin, trop de temps, c'était même pas... C'était les 48 heures, mais il y avait déjà plus de place. Donc voilà, donc effectivement, s'inscrire, ça va être désormais un petit peu compliqué. En revanche, pour bien réaliser cette session, bien évidemment, nous avons besoin de bénévoles. Alors, il est toujours le temps de s'inscrire comme bénévole, les bénévoles étant affectés à l'accueil des familles, à évidemment la supervision, je dirais, de toutes les activités des enfants, puisque cette session se déroule sur le domaine de Chalès. Chalès, c'est un immense domaine en Sologne de 175 hectares, sur lesquels, quand je parlais de loisirs tout à l'heure, les familles vont pouvoir faire des activités nautiques, de l'escalade, du rugby, du foot. On fait venir des châteaux gonflables pour les enfants, du tennis, de la natation. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Et pour cela, évidemment, comme les parents peuvent confier leurs enfants par tranche de 2 heures, il est nécessaire d'avoir des encadrants pour superviser un petit peu tous ces pôles d'activité. Et nous avons quand même 49 bébés de 0 à 3 ans. Donc 49 bébés, ça nécessite également un certain nombre de babysitters. Nous attendons donc une 60aine de bénévoles. C'est vraiment, je dirais, plus aujourd'hui l'orientation de l'inscription. Ces bénévoles étant des jeunes professionnels, des étudiants, qui vont vivre également une aventure spirituelle très forte, puisqu'ils seront tous ensemble avec des temps d'enseignement et des temps également festifs pour eux. Eh bien, merci beaucoup et nous espérons que nombreux seront nos téléspectateurs à être bénévoles ou à être déjà inscrits à cette activité. Merci Odile. Merci Jean-Pierre.